Bonjour à tous et à toutes. On va commencer cette table ronde ayant pour thématique les enjeux du recrutement Green Tech, des métiers sous tension. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Hélène Bégon. Je travaille à l'Ecolab du Commissariat général au développement durable, qui organise cette journée. Le thème d'aujourd'hui est un thème qui est important parce que la thématique des difficultés de recrutement revient très classiquement lorsque les startups évoquent leurs difficultés, évoquent leurs irritants. À la limite, les tables rondes précédentes nous ont montré que de l'argent, il y en avait, de l'expertise technique, il y en avait, de l'aide à l'export, il y en avait. De l'aide au bon recrutement, ça reste à voir et c'est ça que nous allons discuter. Alors, les entreprises de la transition écologique, les entreprises à mission, elles sont de plus en plus nombreuses. Ça, votre présence en témoigne aussi. Et elles rencontrent enfin leur marché, enfin leurs financeurs. Et il se trouve que ces entreprises de la Green Tech, ces entreprises à mission, cherchent à peu près tous les mêmes profils en même temps. Et les startups en particulier semblent à la recherche de profils plus spécifiques, des profils tech, mais qui allient à ces compétences tech des compétences, des soft skills, du savoir-être, qui vont être liés à l'agilité, qui vont être liés à la curiosité, qui vont être liés à l'engagement, à la ténacité. Et puis, de façon plus générale, on sait que le marché des cadres, en ce moment en particulier, connaît une pénurie, connaît une forte tension. Et il y a en particulier une tension sur les profils liés à la green tech, liés aux compétences de l'environnement et du développement durable. Mais quand même en face, il y a des professionnels, il y a des diplômés, des jeunes actifs qui cherchent à s'investir dans ces entreprises à impact, qui cherchent à s'investir dans ces entreprises de la green tech et qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement pour intégrer les entreprises qui leur conviennent, pour intégrer en particulier les modes de travail spécifiques des startups et encore plus spécifiques des startups de la green tech. Et donc cette table ronde a été organisée pour vous de façon à vous donner des conseils, des outils. Voilà une boîte dans laquelle vous pouvez piocher parmi les solutions possibles pour aider à rapprocher ceux qui cherchent le candidat idéal et le candidat idéal qui cherche une entreprise idéale. Alors, nos trois intervenantes d'aujourd'hui qui se sont mises dans l'ordre de la prise de parole prévue, elles sont très, très organisées. Alors, Marine Charrier, donc, qui est cofondatrice et CEO de Poly2Poly. Poly2Poly, qui est une start-up qui a également fait un pitch dans le cadre des pitchs organisés dans la salle d'à côté. C'est une entreprise qui propose des solutions numériques pour proposer des solutions aux problèmes d'approvisionnement en matière plastique recyclée sur toute la chaîne de valeur qui va du déchet jusqu'à l'objet. Caroline Renoux, qui est créatrice et présidente de Birdeo, qui est une entreprise de chasse de tête, je ne sais pas si on dit ça, de recrutement spécialisée dans les entreprises à impact positif. Donc elle a été pionnière dans le domaine puisqu'elle a créé son entreprise en 2009, à un moment où on commençait un peu à parler des impacts du Grenelle environnement. Et aujourd'hui, son entreprise est leader sur le marché français. Et Claire Pétréau, qui est fondatrice de l'écosystème des pépites vertes. Je trouve que c'est un nom magnifique. Donc, les pépites vertes, c'est tout récent. Hein. En 2020, c'est un média qui a été donc créé par Claire. Et en 2021, elle s'est transformée en association, en réseau professionnel. Et tout l'écosystème qu'elle a créé avec d'autres personnes qui font des photos très sympathiques, si vous allez sur Internet, c'est pour aider les étudiants, les jeunes actifs, à aller vers les entreprises à impact, les entreprises qui travaillent dans l'environnement. Donc, je dirais, pour caricaturer, on a la start-up
la professionnelle du recrutement et puis celle qui va aider les jeunes en recherche d'entreprises à impact. Comme ça, on va pouvoir faire un tour assez intéressant du sujet. On va parler environ 25 minutes, toutes les 3, toutes les 4, et puis ensuite, la salle pourra poser les questions qu'elle souhaitera. Donc, Marine Charrier, donc CEO de Poly et Poly. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous nous avez dit que trouver des candidats pour votre start-up, ce n'était pas très compliqué dans la mesure où vous receviez beaucoup de CV. Mais que vous laissiez quasiment la totalité de ces CV sur le côté. Pourquoi? Pas par méchanceté, mais parce que vous aviez du mal à trouver dans les CV les compétences liées au savoir-être, aux soft skills, qui vous intéressaient tout particulièrement. Ou que vous ne les trouviez pas, ou que vous aviez du mal à les discerner, à voir comment la personne qui essayait de vous rejoindre pouvait disposer de ces compétences particulières. Donc, la question que je souhaite vous poser, c'est quelles seraient ces compétences particulières pour travailler dans une start-up, de la green tech, et puis pourquoi elles sont si difficiles à trouver, et pourquoi elles sont si difficiles à objectiver de la part des entreprises qui cherchent ou de la part des candidats qui cherchent. Normalement, c'est allumé. Est-ce que ça marche? C'est bon, voilà. Super. Merci beaucoup, Hélène, pour votre question. Effectivement, c'est une vraie difficulté chez nous d'identifier les candidats qui remplissent les compétences techniques qu'on va rechercher. Ça, on n'a pas de difficulté. Et d'ailleurs, c'est assez lisible souvent sur le CV. On va pouvoir confirmer notre avis avec des tests techniques, par exemple. Par contre, bien objectiver, comme vous dites, le fait que les soft skills qu'on va rechercher chez un candidat sont présentes, c'est une autre difficulté. Et pour cause, le soft skill, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est quelque chose qu'on va développer au cours des expériences qu'on a dans sa vie. Et donc pour nous, c'est très difficile de pouvoir identifier une grande quantité de candidats, d'avoir beaucoup de choix en fait finalement, parmi des gens qui sont très compétents à la fois sur le plan des compétences techniques et qui en même temps ont le savoir-être qu'on cherche. Et pourquoi je voudrais bien positionner le débat, parce que la problématique qu'on rencontre nous, moi je vais vous parler de Poly to Poly, de ce qu'on vit nous, et pas exactement ce que d'autres startups vont rencontrer en fonction de leur stade de développement. Aujourd'hui, je peux vous parler des startups qui sont en phase ça fait partie peut-être de certains d'entre vous d'ailleurs, d'idéation jusqu'au scaling, à la croissance, phase à laquelle actuellement on est chez Poly to Poly. Pourquoi je veux parler de cette phase-là et pas des autres? Parce que si vous êtes une licorne ou si vous êtes un grand groupe, finalement, vous avez d'autres armes. Vous avez déjà une marque employeur, vous avez une notoriété et vous avez les moyens de payer vos collaborateurs de façon un peu plus intéressante que ce que nous, on va faire très franchement. Hein. À la création d'une start-up, on n'a pas tous les avantages à offrir qu'une licorne ou qu'un grand groupe peut offrir à un collaborateur. Et justement, la première qualité qu'on va rechercher chez notre nouveau collaborateur, c'est d'abord cette capacité à gérer cet inconfort, cette incertitude. Donc vous avez parlé d'agilité, et c'est très vrai, l'agilité, c'est une qualité qu'on recherche, et plus largement la capacité à gérer l'incertitude. Quand vous rentrez dans une start-up, sur ces premières, en général 5 premières années de création, vous avez une entreprise qui est constamment en mouvement. Une équipe qui évolue beaucoup, normalement très rapidement, si ça se passe bien, avec des process qui changent, qui vont évoluer, parfois des directions stratégiques qui vont complètement changer. Et si vous tombez sur des candidats qui ne supportent pas le fait de devoir changer leur fusil d'épaule, le fait de devoir se réajuster, de faire preuve d'agilité, vous êtes sûr que la personne ne va pas rester longtemps et que finalement, au lieu d'être un atout, elle va devenir un frein pour votre solution. Et d'ailleurs, ce que j'aime identifier, moi, chez le candidat que je rencontre, c'est qu'il va pouvoir faire de cette incertitude un atout. Et justement, ça m'amène à une deuxième qualité qu'on va rechercher, nous, chez Poly to Poly, c'est la curiosité, et je dirais également le pragmatisme et, la capacité à être force de proposition face aux freins qu'on va rencontrer. Quand on est dans une start-up, tous les jours, on rencontre des nouvelles problématiques en fonction des défis qu'on va avoir à relever. Et on ne peut pas attendre de la direction d'être toujours moteur de chacune des résolutions de ces problématiques-là. Donc on a besoin d'avoir des salariés qui sont très curieux, qui vont regarder ce qui se fait à côté, ce qui se fait ailleurs, qui vont aller chercher la solution par eux-mêmes et qui vont être capables d'assumer le fait de proposer une idée neuve.
Et c'est vraiment, pour nous, c'est particulièrement stratégique parce que c'est ce qui fait que notre solution va être singulière. Et c'est la singularité de chacun des collaborateurs qu'on intègre qui fait la force de notre solution. Et ça m'amène au dernier point qui, pour nous, est central. Et c'est un peu le point qui est le plus important chez Polytopoly, c'est l'esprit de conquête. À chaque fois qu'on intègre un nouveau collaborateur, à chacune de nos réunions hebdomadaires, on rappelle ça, on rappelle l'esprit de conquête, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à penser, avec mon associé Édouard, que si on n'est pas premier sur le terrain qu'on s'est fixé, donc nous pour l'instant c'est l'Europe, eh ben on est mort. Clairement, il faut très rapidement s'imposer comme le premier. Et évidemment, c'est permis par l'impulsion des dirigeants, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça n'est réellement possible que par l'action de l'ensemble des collaborateurs, par leurs tâches individuelles. Et je vais vous donner un exemple tout bête qu'on a dans notre entreprise et qui est pour le coup une réussite, parce qu'on n'a pas eu que des réussites, on s'est aussi pas mal planté sur le recrutement, on a appris. C'est notre laboratoire. Chez Polytopoly, on a un laboratoire de caractérisation des polymères et de recherche sur les polymères, les plastiques recyclés, pardon, pour ceux qui ne sont pas du domaine. Et ce laboratoire-là, aujourd'hui, il est premier en Europe. Mais il n'est pas premier en Europe dans le sens où on offre une solution de caractérisation qui peut servir tout le monde. Il n'est pas premier encore sur le marché. Il est premier sur des éléments qui ont été poussés par nos collaborateurs. Il est premier parce qu'on est le laboratoire qui fournit le plus rapidement les analyses sur l'échelle du territoire, à l'échelle du territoire européen. On est aussi le laboratoire qui a les prix les plus compétitifs en Europe au regard de la qualité des prestations. Et ça, au départ, c'était une ambition qui émanait évidemment un peu d'Édouard et moi, mais beaucoup de l'ambition intrinsèque de nos chercheurs et de nos ingénieurs. Et ces deux éléments singuliers font qu'aujourd'hui, on a une solution qui, sur le plan commercial, est extrêmement compétitive. Et c'est la singularité de l'action de nos collaborateurs qui a fait la force de la solution globale. Si je vous raconte ça, c'est vraiment pour que ce soit bien clair que pour nous, et je pense pour toutes les startups, si on n'a pas des collaborateurs qui ont cet esprit de conquête, mais chevillé au corps, hein, vraiment, sur la phase de développement auquel on est, eh ben on peut clairement pas atteindre nos objectifs. Et ça m'amène à mon dernier point, s'il y a des startups qui m'écoutent. Nous, au début, on a fait un peu l'erreur de ne pas être complètement franc du collier sur ce qu'on avait à offrir. On n'assumait pas complètement le fait que ce n'était pas 100% cool d'être une start-up, parce qu'on communique beaucoup sur le cool, le baby-foot, le terrain de pétanque au milieu de l'open space. Mais la réalité de la start-up, quand on est de la phase d'idéation au scaling, et peut-être même après, je ne connais pas encore, pour l'instant on est sur la phase de croissance, vers après, c'est que c'est super dur, c'est qu'on a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitudes, mais par contre on a une aventure incroyable à offrir. Et il faut assumer que ce qu'on vend à nos futurs collaborateurs, ben, c'est une aventure, c'est d'investir sur eux-mêmes en réalité. Ils ne vont peut-être pas tous rentrer au capital, parce que ce n'est pas une opportunité qu'on offre à tout le monde, mais par contre, ils vont investir sur eux-mêmes en entrant dans la start-up. Voilà ce que je peux vous répondre. Et comment est-ce qu'on repère un spécialiste des polymères qui a le sens de la gagne ? C'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que... Alors, on a beaucoup regardé les tests qu'on pouvait faire, les tests de personnalité. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé notre bonheur. On ne désespère pas. Donc, on travaille beaucoup notre questionnement. Et on va beaucoup les amener à discuter de choses qui sont périphériques. Alors, soit dans les postes qu'ils ont connus précédemment, mais moi, personnellement, j'essaie de faire sortir le candidat de ce qu'il a raconté de ces postes. Donc, par exemple, dans quel contexte il s'est sorti d'une difficulté. Je vais par exemple aller regarder s'ils sont capables de se construire un réseau, donc d'investir sur eux-mêmes. Nos ingénieurs, on est toujours attentifs au fait qu'ils sont dans des réseaux de docteurs, par exemple, qui vont communiquer sur les dernières innovations, qui vont éventuellement faire des publications pour les docteurs. On a un docteur qui dirige notre laboratoire, et c'était important pour nous qu'il ait beaucoup publié, qu'il cherche à continuer à publier, à creuser son sujet, et qu'il ne soit pas dépendant, finalement, de l'objectif purement pécunier, quoi. Ouais. Merci. Je me tourne vers Caroline Renoux. Alors Caroline, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit que depuis 2019, vous sentiez, par des signaux faibles, mais vous êtes particulièrement bien placé pour les ressentir, vous sentiez que cette tension sur le marché de l'emploi des entreprises à impact, des entreprises de la green tech, commençait à être forte. Et depuis, nous avez-vous dit, elle n'a fait que s'accroître. Donc cette tension, 3 ans après, est probablement encore, 2 ans après, encore plus forte que lorsque vous aviez commencé à la détecter.
Donc, des entreprises à impact de plus en plus nombreuses, des entreprises de la green tech de plus en plus nombreuses, et puis des candidats qui sont pas suffisants pour répondre à ces besoins. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qui vous permet d'émettre cette observation? C'est une observation d'experts, hein. Vous êtes particulièrement bien placés, mais ce sont des signaux faibles auxquels tout le monde n'a pas forcément accès. Donc comment est-ce que vous pouvez émettre cette observation? Et puis, du coup, puisqu'on la suppose vraie, bien sûr, parce que c'est votre job quotidien, quels conseils vous pouvez donner à la fois aux entreprises de la green tech qui cherchent à recruter, mais aussi aux candidats qui souhaiteraient les rejoindre pour mieux se mouvoir et se rencontrer dans le cadre de ce marché en tension? Oui, alors moi, quand j'ai démarré Birdeo il y a 11 ans, il y avait extrêmement peu de jobs sur le sujet, qui soient dans les grandes entreprises ou alors les startups. Enfin, on parlait d'entrepreneuriat social, qui étaient des petites structures qui avaient du mal à grandir, mais je me souviens même pas si on parlait vraiment de startups de la transition écologique. Donc la problématique, c'était plus qu'il y avait un certain nombre de candidats, et il y en avait de plus en plus, qui avaient envie de travailler dans des entreprises qui avaient du sens, qui servaient à avoir un impact environnemental, mais des opportunités, il y en avait très peu. Et puis, petit à petit, j'ai vu les choses changer et évoluer, avec une première évolution autour de 2016. Et puis, effectivement, 2019, pour moi, j'appelle, c'est plus des signaux faibles, en fait, 2019. Le sujet, il est devenu prégnant, on en parlait partout. Énormément d'entreprises se sont créées sur le sujet. Énormément de candidats se positionnent aussi sur ce sujet. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que, et ça, Marine vous l'expliquait très bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont adaptés pour travailler dans ces sujets. Et ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que vous parlez d'agilité, de curiosité, qui sont nécessaires pour aller sur ces sujets. En fait, les grands groupes qui veulent aussi se transformer, les candidats qui recherchent pour se transformer, c'est aussi des gens qui vont avoir une agilité et une curiosité. Donc il commence à y avoir beaucoup de porosité, en fait, entre les profils qui sont recherchés par les grands groupes et par les startups. Et alors, vous parliez aussi de ce que les startups ont à offrir. Alors, il y a vous avez parlé, certes, du baby-foot, et en fait, c'est pas tant que ça, et j'entends bien. Mais parfois, les startups nous disent, nous, on cherche quelqu'un qui a envie de donner du sens à son travail, donc on a quand même quelque chose de génial à offrir. Alors ça, il y a 5-6 ans, c'était un vrai argument. Aujourd'hui, c'est certes, ça fait partie de la batterie des arguments, mais il y a une telle multiplicité d'entreprises qui se créent sur ces sujets. Il y a une telle multiplicité d'entreprises plus grandes qui disent se transformer pour aller vers ces sujets que, certes, c'est un argument qui va être indispensable, et ça, Claire en parlera, pour beaucoup de gens, mais il est absolument plus suffisant. Alors parfois, les startups disent, bah oui, mais nous, on est hyper flexible, le télétravail, c'est possible. Oui, mais ça, on a vu depuis la pandémie que les grands groupes là-dessus, enfin toutes les entreprises, je dis les grands groupes, mais même les ETI familiales, enfin toutes ces entreprises pour qui le télétravail, c'était des choses qui paraissaient complexes, on a vu que c'était possible. Donc en fait, cette espèce de flexibilité aussi que les startups peuvent offrir, de plus en plus, les entreprises plus classiques peuvent l'offrir aussi. Après, moi, il y a une deuxième révolution que j'ai vue aussi ces dernières années. C'est qu'avant, être une femme trentenaire, ça pouvait être vu comme un inconvénient parce que ça voulait dire qu'on allait être en congé maternité, etc. Là-dessus, mais il y a vraiment eu une révolution aussi. Moi, la plupart de mes clients, ils veulent tous des femmes trentenaires.
Alors, on n'a pas le droit de dire qu'on veut une femme, mais bon, ils me le font comprendre. Donc, ce côté aussi de la start-up qui dit non, mais je suis ouverte là-dessus, bah, c'est plus forcément un argument. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que tout le monde chasse plus ou moins sur la même typologie de profil, c'est-à-dire le ou la jeune diplômée, plutôt une école de renommée, plutôt entre 5 et 12 ans d'expérience professionnelle, tête bien faite, esprit de synthèse, esprit stratège, hyper adaptable, qui parle bien sûr couramment anglais, et en plus, s'il y a l'espagnol ou le chinois, c'est mieux. Ce qui fait que finalement, il y a un tout petit périmètre. Il y a un tout petit périmètre de candidats, et parfois, quand on veut juste un peu ouvrir ses chakras entre guillemets sur le sujet, on peut tomber vraiment sur des pépites, Claire, excuse-moi. Et je vois notamment les cadres qui ont plus de 42 ans. Ça devient plus compliqué pour eux de trouver du travail. C'est pas, alors moi je le constate certes, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'APEC qui a fait des stats et qui le constate. Et pour autant, et je suis bien placée pour le dire, on peut avoir plus de 42 ans et être pour autant dynamique, et puis apporter aussi une expérience et du sens autour de ça. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont plus de 45 ans sont encore agiles, parce qu'il y a ceux qui ont réussi à travailler sur eux, et puis il y a les autres. Mais je pense vraiment que ouvrir sur déjà l'âge, sur peut-être les formations, se dire que quelqu'un qui parle un anglais potable, mais pas courant, si c'est vraiment nécessaire dans son job, c'est quand même quelque chose qu'il pourra apprendre. Et trop souvent, on me dit je cherche un mouton à 18 pattes. Oui, mais c'est pas bio, ça n'existe pas. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger le fait qu'un profil, il peut aussi apprendre certaines choses, et puis surtout vouloir quelqu'un qui a fait exactement la même chose avec une expérience réussie dans le même contexte, eh bien, il n'aura pas envie, et il n'aura pas la niaque, cet esprit de conquête dont vous pouvez parler, Marine, qu'on peut avoir si on est aussi sur quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez beaucoup parlé du côté entreprise. Du côté candidat, vous m'avez dit quelque chose qui m'avait frappé, c'est que ces candidats, ils s'attendent s'ils arrivent à rentrer dans une start-up de la green tech, à trouver quelque chose de totalement paradisiaque, dans le sens on va sauver la planète, mais qu'en réalité, c'est encore plus compliqué pour une entreprise de faire partie de la transition écologique, parce qu'en matière de transition écologique, on se heurte à la complexité du monde, et c'est finalement assez difficile d'être parfait. Et donc, il faut aussi préparer les candidats à ça. Oui, c'est ça, c'est que souvent, il y a beaucoup de naïveté de la part des candidats, en tout cas quand ils sont au début de leur réflexion sur le sujet, c'est-à-dire que ils veulent travailler pour une entreprise qui va changer le monde et qui, en plus, forcément, aura des conditions de travail parfaites. Et c'est pas possible. Alors ça, vous avez commencé à l'évoquer déjà, mais quand on est une entreprise dans le secteur de la transition écologique, souvent on s'impose des critères supérieurs. C'est-à-dire que non seulement on veut faire du profit, mais en plus on veut avoir un impact social et ou environnemental fort. Et enfin, faut pas se leurrer, les concurrents à côté n'ont pas forcément les mêmes exigences. Donc même si on est bien convaincu que à moyen terme, ce sont ces entreprises qui perdureront et qui survivront, néanmoins sur le court terme, on fait face quand même à une concurrence qui joue pas avec les mêmes armes. Donc moi, je pense que quand on s'intéresse à ces sujets, à la fois je dis à mes clients, entreprises, d'ouvrir leurs critères pour recruter,
Et en parallèle, je dis à mes candidats, il y a une exigence très forte qui est demandée, à savoir qu'il faut avoir une culture générale sur les sujets du développement durable, de l'environnement très forte, parce que quand on joue sur un impact de quelque chose, ça peut avoir des répercussions sur autre chose. Il faut avoir une curiosité très forte aussi, parce que ça bouge très vite. Il faut avoir des réseaux, parce que c'est pareil, et ça tombe bien, c'est ce que vous dites aussi, hein, mais le fait d'avoir un réseau, on va plus vite aussi, donc c'est aussi des choses qu'il faut cultiver. Il faut savoir conduire le changement, parce que finalement c'est du changement. Il faut avoir une ténacité et du courage très fort, parce que quand vous proposez quelque chose, en général, on commence par vous dire non. Merci Caroline. Je me tourne vers vous, Claire Pétréau. Alors, permettez-moi un témoignage personnel. À partir de juste après le Grenelle de l'environnement, donc ça commence à remonter un peu à la préhistoire. Donc c'était autour de 2007, 2008, 2009. Donc en 2009, je prends un poste au Commissariat général au développement durable déjà. C'est une très belle boutique. Et j'étais en charge, entre autres, du pilotage d'un plan national qui s'appelle le Plan national de transition des métiers et des emplois vers l'économie verte. En gros, c'était comment intégrer dans les diplômes, dans les formations, dans les référentiels métiers, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Ces nouveaux gestes métiers qui allaient soit transformer, bouleverser totalement des métiers, comme les métiers du bâtiment, ou intégrer des nouvelles compétences spécifiques dans des métiers plus traditionnels. Et ça, on en a déjà parlé depuis le début de la table ronde. Donc 2009-2015, je pilote ce plan. On avait des dizaines et des dizaines de parties prenantes de haut niveau. On avait nos entrées à l'éducation nationale. Ce n'était pas le plus facile, etc. Je vous le passe. Et puis, des personnes ont repris ce pilotage après moi. Et donc, quand on est un ministère et qu'on a autant de partenaires et qu'on communique bien, on se dit les choses ont avancé grâce à nous. Et puis, Claire me dit, quand on prépare la table ronde, moi, les métiers de la transition écologique, on me demande tout le temps ce que c'est. Bon, ça rend modeste, hein. On a beaucoup travaillé, mais ce n'était pas suffisant. Et heureusement, il y a des gens comme Claire qui prennent le relais du côté société civile, entre guillemets. Alors, Claire, vous proposez des solutions pour les jeunes diplômés et les jeunes actifs pour les faire aller vers les entreprises et les métiers de l'environnement. Vous avez donc créé cet écosystème des pépites vertes. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Parce que c'est une solution très intéressante pour les personnes qui nous écoutent, les entreprises qui cherchent à recruter en particulier. Puis je crois que ça rencontre beaucoup de succès, donc vous avez manifestement mis le doigt, mais je confirme, sur quelque chose qui méritait d'être fait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je suis très heureuse de pouvoir parler sur ce sujet aujourd'hui parce que je pense que mon expérience et les pépites vertes sont nées justement de mes passages dans des green tech, dans des startups de l'impact. Je suis sortie de mes études il y a 2 ou 3 ans, mais pendant toute ma formation, j'ai fait des expériences dans la transition écologique. Donc, je suis passée à la ruche Kidioui, qui connecte des agriculteurs et des consommateurs. J'ai travaillé dans l'économie circulaire avec une start-up qui s'appelle Cocyclé, qui permettait de valoriser les biodéchets des restaurateurs pour en faire du compost. Et puis, enfin, j'ai pris un poste à Change Now, où j'ai géré pendant 3 ans la communication. Et à chacune de ces expériences, comme je ne suis pas la plus discrète, et c'est probablement comme ça que vous êtes tombés sur moi, je communiquais et je racontais ce que je faisais. Et du coup, naturellement, et je suis persuadée que toutes les deux, vous recevez aussi ce genre de messages, je recevais énormément de messages sur LinkedIn. Comment on travaille dans la transition écologique? Comment on trouve un job dans la transition écologique? Et cette fameuse question, en fait, c'est quoi un job dans la transition écologique? C'est quoi un job à impact? Aujourd'hui, je m'apprête à terminer ma formation. Est-ce que je dois aller dans un grand groupe parce que c'est là qu'en fait il faut qu'on transforme de l'intérieur? Est-ce qu'il faut que j'aille dans une start-up parce que en fait l'innovation ça m'attire et puis on va pouvoir disrupter le marché? Ou alors est-ce qu'il faut que j'aille travailler dans le public parce qu'en fait c'est la réglementation qui permettra d'accélérer la transition? Autant de questions existentielles que se posaient énormément de jeunes, souligné aussi par tout le travail fait pour un réveil écologique, le manifeste, etc. Et là, je me dis,
soit je deviens conseillère d'orientation et je fais du coaching tous les soirs avec les jeunes qui m'écrivent, soit j'essaie de réfléchir à un média, à un médium qui permette de faire de la pédagogie sur ces nouveaux métiers. D'ailleurs, ces métiers, ils sont pour certains nouveaux et pour d'autres juste à transformer. Je travaille beaucoup aussi avec l'ONICEP et la directrice générale de l'ONICEP nous disait en fait il n'y a pas des nouveaux métiers, il n'y a pas des nouvelles compétences, il y a des nouvelles manières de faire métier et on doit pouvoir faire de la pédagogie et permettre aux gens de comprendre ce que sont ces métiers. Donc voilà sur le pourquoi est né les pépites au tout début. Comment on fait ? Eh bien, il y a 1 an, je me dis, je me lance sur YouTube et je fais des émissions et je vais rencontrer des jeunes salariés de la transition écologique qui sont des gens à qui on donne jamais trop la parole parce qu'en général, on donne plutôt la parole aux CEO, aux directeurs, directrices RSE, etc., qui sont évidemment des personnes brillantes et inspirantes, mais très difficiles de se projeter quand on a 20 ans dans ce genre de carrière. Donc, je me dis, donnons la parole à un animateur de la Ligue pour la protection des oiseaux pour savoir quels sont les enjeux biodiversité et quel métier on peut avoir quand on a 23 ans. Donnons la parole à un responsable d'animation de club sur l'économie circulaire pour voir à 25 ans comment est-ce qu'on peut, au sein d'une start-up, faire le lien entre les grands groupes et les innovations. Et donc, en 1 an, on collecte 250 témoignages de jeunes salariés de la transition écologique. On va, et je dis on parce que du coup, le projet, l'idée se transforme en association et avec une dizaine de bénévoles, on construit du coup une centaine de formats qui racontent ces métiers de la transition écologique sur notre site internet. Effectivement, on fait attention au branding, on met des belles photos et on rend ces métiers attirants parce que pendant longtemps, et je pense que Caroline, vous l'avez vu, c'était des jobs qui paraissaient un peu ennuyeux. On n'avait pas l'impression qu'on pouvait vraiment avoir l'impact. Et en fait, depuis, effectivement, je pense les 3-4 dernières années, on se rend compte que oui, en fait, on peut vraiment utiliser son métier comme un levier d'action et d'impact au-delà de son militantisme ou de son bénévolat. Donc voilà, les Pépites Vertes, c'était un média. 250 témoignages collectés, une centaine de contenus créés. Et en fait, moi, je me dis, en tant que jeune pro, donc à ce moment-là, je travaillais encore à Change Now, j'appelle tous ces jeunes salariés à qui on donne la parole, Mathieu, Émilie, etc. Et je leur dis, aujourd'hui, vous êtes dans vos boîtes. On sent que quand vous racontez vos métiers sur les Pépites Vertes, c'est cool, ça vous plaît. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner, vous équiper, vous outiller pour aller encore plus loin ? Qu'est-ce qui vous manque en tant que jeune salarié dans vos structures ? Et ils ont dit 3 choses qui, je pense, sont partagées par les jeunes salariés, mais tout jeunes actifs quand ils rentrent sur le marché du travail. J'ai l'impression que j'ai pas trop de poids dans ma boîte et qu'on m'écoute pas. Je me sens un peu seule en fait sur ces sujets de transition parce que moi je les porte à bras le corps, mais il n'y a pas trop de répondants avec la gouvernance. Et enfin, j'aimerais pouvoir être plus visible, porter la voix. Et ces 3 insights-là, on s'est dit, en fait, une des solutions simples à apporter pour accompagner ces jeunes salariés, c'est de créer un club, et effectivement créer un réseau. Donc depuis 1 mois, on a créé le Club des Pépites, qui réunit des jeunes salariés de la transition écologique, de tout secteur et surtout de partout en France, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais en général, je le rappelle, je viens du Maine-et-Loire, originaire de Segré, une petite ville à côté d'Angers, et je pense que c'est très important qu'on rende ces sujets accessibles à toutes et à tous et qu'on décentralise la manière dont c'est pensé aujourd'hui, notamment à Paris, même si je suis très heureuse de vivre à Paris pour pouvoir être sur ce genre de conférences. Donc voilà, on est très vigilant à la diversité des profils qu'on met en lumière, aussi bien sur la formation, et vous le disiez, Caroline, moi j'ai fait Sciences Po, je fais tout pour pas trop donner la parole aux Sciences Po parce que je trouve qu'on est partout, on est surreprésenté, il y a des super formations, des super universités, des super IUT, des super BTS, des belles histoires à raconter en dehors des grandes écoles, même si évidemment on a besoin aussi des grandes écoles. Et pareil, partout en France, du coup j'ai fait un tour de France cet été pour aller rencontrer Théo à Nice, il a 24 ans, il est commerçant dans un produit, enfin il vend des produits locaux. J'ai été voir Marine à Arcachon, elle travaille dans l'énergie, elle installe une voile de kitesurf sur la marine marchande pour limiter l'impact environnemental. Et voilà, le but c'est vraiment de diversifier et de le faire, et vous entendez je pense mon enthousiasme, avec le plus de positif possible parce qu'on va avoir besoin d'embarquer un maximum de gens pour accélérer cette transformation.
Et encore une fois, on va avoir besoin de tous les acteurs de la chaîne de valeur, parce que c'est très beau d'avoir des jeunes qui m'appellent et qui me disent « je veux travailler dans la transition écologique ». Effectivement, s'ils ne sont pas formés, s'ils n'ont pas les compétences nécessaires aux nouveaux métiers ou aux nouvelles manières de faire métier, on va vite avoir une trop grosse demande côté talent, et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, et un manque du coup d'offres côté entreprise. Donc c'est aussi un appel que je passe à toutes les personnes qui sont présentes sur ce genre d'événement, de continuer à créer les opportunités pour transformer ce marché du travail. Alors Claire, vous sortez de Sciences Po, vous avez parlé de personnes qui sortent de BTS, de DUT, etc. Donc, quand on parle de métier de la transition écologique, on a tendance à dire il faut des compétences tech et puis des compétences tech et puis des compétences tech et puis des soft skills, etc. Donc tech, ça veut dire ingénieur, etc. Donc manifestement, il n'y a pas que des ingénieurs dans ces métiers. Qui sont les jeunes qui finalement gravitent autour des pépites vertes? Complètement. Un parcours que j'ai adoré, que je vous ai nommé au tout début, c'est Théophile. Il a 23 ans, il est animateur à la Ligue pour la protection des oiseaux, donc la LPO. Et donc lui, son expertise, ça va quand même être de connaître par cœur la biodiversité du Haut-Anjou ou de l'Anjou, mais surtout une aptitude à communiquer. Et puis si je reprends les mots que vous y aviez toutes les deux cités en termes de compétences, à être force de proposition au sein de son ONG, à être courageux et à avoir une aptitude à vraiment entrer en interaction avec toutes les personnes avec qui il va travailler. Si je prends un autre exemple que j'ai également cité, Marine, qui travaille du coup à Arcachon, elle a eu cette formation ingénieur d'un côté, mais elle s'est rendue compte que c'était pas suffisant, et je pense que dans la salle il y a aussi des gens qui ont fait des études d'ingénieur et qui se sont dit qu'ils avaient besoin de compléter leur formation, pour ceux qui ont la possibilité, avec un angle social. Et j'ai moi-même fait un petit passage à la Télécom Paris pour ma dernière année, et la complémentarité entre une lecture très technique ingénieriale et la lecture transverse et systémique et commerciale et communication des écoles de commerce ou des formations commerciales, souvent ça fait des profils qui peuvent vraiment avoir une lecture des enjeux transverses 360 très intéressante. Donc évidemment, il faut qu'on ait des gens qui sortent d'école de manière la plus complémentaire possible, mais on a aussi besoin de continuer à outiller toutes les formations, et en BTS, en biodiversité, etc., il y a des super choses qui sont faites. Donc je pense que c'est très important d'avoir la dualité des profils opérationnels et des profils stratégiques. Merci Claire. Je propose de donner la parole à la salle. Si vous avez des questions à poser à nos trois oratrices. Une question juste là. Véronique. Une suite de carrière quand vous recrutez des jeunes ou des moins jeunes talents. Est-ce que la question revient souvent de savoir qu'est-ce qu'on peut faire après, comment je peux le valoriser, enfin voilà. Laquelle de vous a envie de répondre? Alors sur ce sujet-là, je pense que ça reste important, effectivement, d'être capable de démontrer que non seulement quand vous proposez un job, vous allez pouvoir proposer un développement des compétences, mais aussi un réseau qui permettra d'aller plus loin. Après, pour faire ce métier quand même depuis 20 ans, là-dessus, les choses ont énormément évolué, c'est-à-dire que de moins en moins, les candidats attendent une vision long terme quand on leur propose un job. Donc on reste quand même sur court terme, au moins une visibilité à 2-3 ans. Mais on n'est plus sur ce truc de et dans 10 ans, qu'est-ce que vous pourriez faire? 3 ans, c'est vraiment très court. On devient à peine opérationnel au bout de 3 ans. Ça, c'est un avis personnel. Je sais, et vous avez raison, mais il faut être capable de... Voilà, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a eu une autre question? Oui, il y en a une, oui. Monsieur, oui. Et puis madame. J'avais une question, donc Cédric Bron. Moi, je m'interroge également, malgré tout, sur le modèle salarié.
Bien sûr, tous les entrepreneurs qui veulent se développer en ont besoin, ou en tout cas ont besoin de faire appel à des services. Il y a de plus en plus de freelance, d'auto-entrepreneurs, avec une volonté en fait parfois d'être mieux rémunérés parce qu'on ne croit pas forcément à la retraite. Et donc, ensuite, on peut gérer mieux notre capital. Enfin, très honnêtement, le statut auto-entreprise permet d'avoir plus de pouvoir d'achat sur du court terme, mais beaucoup moins de sécurité, ce qui ne fait pas forcément peur ou fait moins peur à certains jeunes. Et donc, je m'interroge un petit peu dans quelle mesure, en plus d'avoir poussé parfois certaines compétences de l'ingénieur, il n'y a pas une déperdition en fait de la valeur du travail, puisque on prenait l'exemple de la LPO. Moi, j'ai des copains qui ont fait ingénieur et qui aujourd'hui vont bosser pour la LPO pour des salaires ridicules. Et ce n'est pas forcément un problème, mais c'est juste que résultat des courses, le BTS aujourd'hui, eh ben, ils vont prendre un ingénieur plutôt qu'un BTS. Et donc, il y a un nivellement par le bas des salaires. D'autant plus que le salaire coûte extrêmement cher et que dans la tête des personnes qui ont encore une mentalité salariée, eh ben, ils ne pensent pas que quand ils demandent 50 € d'augmentation, ça va être 100 € pour la boîte. Alors que s'ils demandent 50% d'euros d'avantage en frais de repas presque, eh ben là, ça ne coûte que 25 à l'entreprise pour le système financier tel qu'on est en France. Et donc, la question implicite derrière ça, c'est est-ce que vous voyez des tendances qui pourraient... des tendances et des solutions? Est-ce que le modèle salarié doit évoluer? Est-ce qu'on doit arrêter de pousser certaines compétences puisque demain, peut-être que le plombier gagnera plus que la plupart des ingénieurs parce qu'on a plus besoin de plombiers que d'ingénieurs sur le marché du travail? Et derrière, est-ce qu'à un moment donné, nos modèles économiques ne sont pas, j'ai envie de dire, abîmés? Puisque si on prend la restauration, aujourd'hui, il manque, je sais pas, je crois que c'est 150 000 personnes dans le domaine de la restauration. Mais ceux qui arrivent à payer correctement leurs serveurs, globalement, n'ont pas forcément cette problématique-là. Donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas que nos entreprises n'ont pas un modèle économique suffisamment puissant pour payer correctement les personnes qui y travaillent? Il y avait beaucoup de questions d'un coup, mais je voulais avoir un peu votre opinion sur le sujet. Alors, en moins de 3 heures, je crois qu'on aurait du mal à faire le tour de toutes les réponses, mais peut-être qu'on peut apporter des réponses partielles. Je vais bien commencer sur ce sujet de la rémunération dans la transition. Au nom de ce qu'on porte aux Pépites Vertes et des témoignages qu'on a collectés, c'est un fait. Les étudiants sont prêts, enfin les étudiants, les jeunes talents, sont prêts à être moins rémunérés au profit du sens. C'est une question que j'aborde à chaque fois dans mes vidéos et dans mes interviews. Je pense que c'est un problème, il n'empêche que c'est un fait. C'est un problème à plusieurs niveaux, et notamment au niveau du coup de l'accessibilité de ces jobs, qui sont censés être les jobs qui décident le monde de demain, avec des gens du coup qui ont les moyens de l'inventer au profit du sens en étant moins rémunérés. Donc ça, je pense que c'est une énorme problématique. Aujourd'hui, je pose la question avec vous parce que j'ai pas de solution sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réévaluer les salaires. Et je pense que là, le dernier rapport de Burdeo aussi le souligne. Est-ce que c'est un manque de... Est-ce que c'est un manque de financement réel de l'écosystème ou est-ce que c'est un manque de volonté, d'audace? Je sais pas le dire, mais je pense que c'est un vrai point d'attention si on veut vraiment construire des modèles résilients et inclusifs. Alors, pour compléter ce que dit Claire quand même, moi, ce que je vois, c'est que les salaires, globalement, augmentent sur le sujet. Donc, on commence à rattraper le niveau des choses un peu plus classiques. Les directeurs du développement durable, ils commencent à être mieux payés. Les gens qui travaillent dans les associations, les ONG, commencent aussi à être un peu mieux payés. Les start-up de la transition écologique commencent aussi à pouvoir mieux rémunérer leurs collaborateurs parce que les investisseurs s'intéressent davantage à ces entreprises et donc il y a davantage de moyens. Donc c'est pas encore, on n'est pas encore au niveau du digital et est-ce qu'il faut y arriver ou là c'est un peu n'importe quoi, j'en suis pas si sûre. Mais en tout cas, les choses avancent. Après, pour répondre sur le côté salarié, pas salarié, il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui sont freelance. D'ailleurs, nous, Burdeo, il y a 3 ans, on a développé une activité qui s'appelle People for Impact, qui, pour le coup, s'adresse spécifiquement aux gens qui veulent être managers de transition, donc sur des contrats courts et pas en CDI, ou les freelances sur des expertises pointues. Donc ça, c'est des choses qui bougent. Bon, après, faut pas se leurrer quand
quand on est freelance, il y a quand même un certain nombre de charges qui est là, et c'est la différence entre salarié et freelance et ce qui reste à la fin du mois. Il y a certes des petites différences, mais c'est pas non plus la panacée. En revanche, je pense que ce qui est important pour les entreprises, et quelle que soit leur taille, start-up, grand groupe, c'est de savoir construire un écosystème avec des gens qui sont salariés et freelance, et avoir une loyauté, être capable aussi de faire progresser ces freelances. Et ça, c'est aussi quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et notamment, juste je termine, en fait, moi je connais beaucoup de freelance aujourd'hui qui étaient salariés de leur entreprise et qui sont maintenant freelance pour leur entreprise avec d'autres clients à côté. Aucun problème. C'était une question effectivement très complète. Il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire à propos du sujet des freelances, la start-up, elle est par essence très agile. Et donc, on va s'adapter à ce qu'on constate aussi sur le marché de l'emploi. Et chez Politopoly notamment, mais on le voit aussi avec d'autres startups avec lesquelles on communique, notamment dans le réseau du French Tech Green 20 auquel on appartient, on est de plus en plus ouvert à désigner des postes sur lesquels c'est intéressant de faire travailler des freelances. Et c'est encore plus intéressant dans un contexte où on n'a pas une vision très stable des emplois qu'on va réellement pérenniser au sein de l'entreprise. Donc sur certaines phases de progression de l'entreprise, c'est non seulement pas un problème, mais en plus de ça, une opportunité. Ça, c'est sur le sujet des freelances. Sur la question des salaires, moi, j'aime pas mentir sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que quand on commence à monter sa start-up, quand on est dans les 5 premières années, on n'est pas riche en réalité, on est en train de créer de la valeur, on a besoin d'investir toujours plus. Et investir plus, ça veut dire réserver effectivement quelques gros salaires pour quelques profils clés, mais tirer un peu, honnêtement, sur les autres salaires, parce qu'on doit recruter plus, parce qu'on doit investir sur de l'infrastructure, etc. Mais il y a quand même un moyen pour les gens de faire la différence. Vous avez évoqué à un moment donné un sujet qui est presque philosophique, qui m'amène à cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait valoir comme compétence dans un monde où la technique finalement est de plus en plus accessible aux machines. Quand une machine est capable de faire aussi bien, voire mieux, ce que l'homme sait faire, qu'est-ce qu'on va vendre en tant que salarié à une entreprise? Et là, je suis désolée, je vais être redondante, je vais revenir à les fameux soft skills, mais le soft skills, pour une entreprise, c'est essentiel. Si vous savez porter l'idée, être curieux, proposer des choses nouvelles, être agile, aller au-delà de ce qui est présenté au départ, et ben là, vous aurez des chances de monter dans la hiérarchie, d'avoir un salaire plus important, mérité, parce que vous allez avoir une action qui est réellement efficiente et qui dépasse ce que la machine ferait honnêtement à bas coût. C'est un peu brut de décoffrage, mais c'est une réalité qu'on observe. Je vais vous laisser, madame, peut-être poser la dernière question, sauf si l'ultime est vraiment très courte. Alors, moi, je voulais savoir si vous aviez des conseils pour réconcilier ce que vous avez dit, du coup, Caroline Reynou, sur le fait de diversifier un peu et de prendre des gens qui ont plus de 45 ans, qui sortent un petit peu du stéréotype du jeune actif avec un gros diplôme qui a évolué ou qui a des connaissances dans le milieu des startups, qui est un peu déjà dans cet écosystème. Et puis, du coup, ce que Marine Charrier a dit, que effectivement, il faut des gens qui soient prêts à travailler dans une start-up avec les inconvénients que ça a. Nous, dans notre cas, je pense à 2 cas où on s'est cassé les dents sur justement ce type de profil à cause de ça. Donc, si je comprends bien, vous voulez des conseils pour savoir comment identifier des gens qui sortent et qui soient compatibles aussi avec le mode de fonctionnement d'une start-up, quoi. Je pense que les gens qui passent, j'aime pas donner des âges spécifiques, mais en gros, après 20 ans d'expérience professionnelle, pour moi, je vais être un peu lapidaire, mais il y a ceux qui, il y a les collaborateurs qui auront fait un travail sur eux-mêmes, qui sauront se remettre en cause et qui auront continué à développer leur agilité, leur curiosité, etc. Et puis, il y a ceux qui commencent à être frustrés et qui sont un peu coincés dans leur système. Donc, il faut réussir à faire la part des choses. Il faut réussir à faire la part des choses entre les deux.
alors, nous, comment on fait? Moi, j'aime bien demander aux gens qui nous parlent de leur expérience. Et puis, souvent, on sent quand il y a eu une frustration et qu'elle n'a pas été digérée. Et ces gens-là, il ne faut pas y aller. Il faut vraiment aller sur ceux... on sent qu'ils ont digéré leur frustration, on sent qu'ils se sont formés sur les enjeux de la transition écologique, par exemple. On sent qu'ils auront travaillé sur eux parce qu'ils auront fait du coaching, ils auront fait... Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments. Et alors sur les salaires, en fait, on a souvent cette croyance de se dire quelqu'un, plus il est âgé, plus il vaut un haut salaire. Et alors, parfois, pour certaines raisons, c'est le cas. Et je pense que là-dessus, ce qui est important, c'est que chacun soit hyper clair avec ce qu'il veut gagner, ce qu'il est prêt à accepter ou pas. Mais moi, je rencontre énormément de candidats très seniors qui me disent moi, mes enfants, ils ont fait leurs études, la maison, elle est payée, donc je veux faire un job pour m'amuser. Et je pense que ces gens-là peuvent vraiment être des pépites pour les startups, parce que voilà, il y a plus les enfants à aller chercher à l'école, il n'y a plus les études à payer. Donc c'est des gens qui, s'ils ont fait le travail sur eux-mêmes, c'est des gens qui peuvent être hyper intéressants, qui ont des réseaux aussi dans des niveaux d'entreprise, de direction, etc., qui peuvent aussi apporter énormément par rapport à ça. Alors, je vois qu'il y a des envies de questions supplémentaires, mais il va falloir qu'on arrête. Je vous invite à poser vos questions aux 3 oratrices à l'issue de la table ronde, ou d'aller les chercher sur LinkedIn. Elles sont très faciles à trouver. Je les ai trouvées du premier coup. Et il y en a une en particulier qui est spécialiste dans le coaching du soir, donc n'hésitez pas un trublion. Sur la puissance du modèle de l'emploi, moi j'avais une petite réponse ou une réflexion supplémentaire à apporter, et ça s'adresse à vous, Madame l'animatrice. Comme on est au ministère, comme on est un événement organisé par le ministère de l'Environnement, qui plus est au ministère des Finances, peut-être qu'on devrait réfléchir au poids que peut avoir la force publique pour rendre le système des entreprises du développement durable un peu plus puissant sur notre mode de rémunération. Et donc là, je pense directement crédit impôt recherche, ce qu'a fait le ministère de l'Enseignement et le ministère des Finances, mais on peut aussi réfléchir, ministère de l'Environnement, ministère des Finances, à un crédit impôt développement durable, je ne sais pas, ou un crédit impôt emploi vert. Voilà. Merci. Désolé. Non, mais ça fait au contraire une magnifique transition, puisque nous redonnons la parole à la puissance publique, qui évidemment a la réponse à cette question facile. Donc je remercie infiniment nos 3 oratrices, et puis elles ont encore manifestement beaucoup de choses à partager. Donc n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux sociaux.